Bonjour à toi, je suis Romain G, tu es sur le podcast De Rien. Alors avant de commencer l'épisode, parce qu'à chaque fois j'oublie, tu peux me suivre sur LinkedIn et échanger sur mes différents comptes. Je suis très joignable plutôt sur LinkedIn et sur Instagram. Et puis tu retrouveras notamment cet épisode en vidéo sur YouTube, mais aussi sur tes plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Podcasts, etc. Alors aujourd'hui, je suis en feu, un énorme épisode, puisque nous avons en avant-première Julien Calamotte, tout droit arrivé du Canada. Donc il me disait off avec le jet lag, on essaie d'y aller tranquillement. Salut Julien. Salut Romain. Alors que tu souhaites te lancer dans ton premier investi IMO ou que tu sois déjà plus affûté sur le sujet, ça va être de toute manière un épisode qui va t'intéresser, puisque Julien a une grosse expertise dans le domaine, plein de compétences, plein de vécu, et donc on va voir tout ça avec lui. Nous sommes en direct de la Voûte Studio à Toulouse, donc en plus c'est un super cadre. On voit les briquettes d'origine qui sont très sympas. Alors Julien, comme je disais, pour moi, tu es un invité de rêve. Pourquoi? Parce que je t'ai longuement écouté sur ton podcast Monétrie, Mmh. qui m'a apporté énormément en tant qu'investisseur. Donc déjà, merci, Merci à toi. merci à toi. Merci beaucoup. Toi, Julien, tu es multi-entrepreneur, tu fais énormément de choses. Donc tu as ton podcast forcément, tu as aussi ta société Artae, Mmh. avec différentes branches. Tu vas nous expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, avec plusieurs pays en plus. Donc Mmh. nouvellement le Canada que tu es en train de travailler tout doucement. Et puis tu as également écrit un livre, S'enrichir grâce à l'immobilier, qui est sincèrement dans mes préférés de l'immobilier. Il est assez court, assez simple Mmh. à lire, et surtout tu pars assez cash dedans, et ça, moi, ça me plaît. Voilà, tu balayes un certain nombre de choses avec ton franc-parler, et donc ça, c'est très, très cool. Et on va revenir dessus aussi, mais notamment sur les emprunts bancaires, il y a pas mal de petits tips que je connaissais pas, que j'ai appris grâce à ton livre. Ça fait plaisir en tout cas. Ça va être super dur de résumer tout ça, mais du coup, je te lance la patate chaude et peut-être la traditionnelle question, si tu peux peut-être te présenter un petit peu Ouais. aux éditeurs et auditrices, s'il te plaît. Et je l'ai fait plein de fois et je sais jamais comment le faire. Donc voilà, chaque épisode sa présentation différente. Mais alors j'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis marié depuis très longtemps. Je je prends jamais le risque de dire depuis combien de temps pour pas me tromper. Ouais. Et j'ai 3 enfants, dont 2 belles filles qui sont grandes, qui ont 26 et 23 ans. Donc tu vois, moi j'avais 40, donc je les ai connues, elles avaient 7 et 4 ans, donc aussi ça m'a aidé beaucoup, je pense, à gagner en maturité très, très vite. Mm. Même si je pense que j'avais un peu d'avance avant, mais voilà. Et on a un petit dernier qui a 15 ans. Donc tu vois, 40 ans, le dernier il a 15 ans. En général, tous les gens qui ont 40 ans autour de moi, leurs gosses, ils ont 6 ans. Donc voilà, voire 3 ans, enfin c'est vraiment in extremis avant les 40, j'essaie de faire un gosse. Donc moi je suis bien content d'être dans cette position, dans la mienne parce que plus de liberté, moins de contraintes, on va pas se mentir, quand les enfants sont grands, c'est quand même plus confortable. Tu peux un Confirme. peu profiter pour toi et voilà, ils ont quel âge tes enfants? 3 à 6 ans, moi. Voilà, bah, voilà. Mine de rien, je suis dans le dur. Et tu quel âge? Moi, j'ai 36 ans. Voilà, donc ouais, tu pas loin, c'est ça, tu un peu en avance sur certains, mais tu es aussi, bien en retard sur d'autres. Frontière en Voilà. même temps, hein. Donc c'est ça. Après, je suis né à Toulouse, là où on est aujourd'hui, dans cet environnement de briques roses. Mais je suis parti 5 ans au Canada il y a 25 ans. Je suis parti en 2003, ouais, il y a une vingtaine d'années. Je suis parti 5 ans, j'ai fait toutes mes études là-bas. Je suis revenu en France parce que j'ai rencontré ma femme, du coup, en France. Et pendant que j'habitais là-bas, donc je suis revenu vite, vite, vite. Sans aucun regret pour cette raison-là, mais avec des regrets de quitter un pays dans lequel j'avais pas pu vivre ma vie active, en fait. J'ai Mm. fait que des études. Et puis, c'était mon pays, hein, j'habitais là-bas. Enfin, j'étais vraiment, j'étais très bien, en fait. Mais j'avais des trucs qui me manquaient quand même de la France. D'ailleurs, on pourra en reparler, mais c'est un peu la particularité d'un expatrié. Souvent, c'est un peu, faut vraiment trouver son ancrage, quoi. Déjà, pour la nourriture, Ouais, voilà. faut viser un petit peu. Il y a plein de choses. La nourriture, si tu veux pas que ça te coûte un bras, ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc je suis rentré en France, j'avais fait les études en sciences politiques et au final, ça me plaisait pas du tout. Donc je me suis orienté vers l'e-commerce à l'époque. L'e-commerce, c'était au balbutiement, hein, c'était en 2008 quand je suis rentré en France. D'accord. Et là, e-commerce, j'ai démarré en tant qu'assistant e-marketing pour gérer des campagnes sur les comparateurs de prix, les moteurs de recherche, etc. Chose que j'avais jamais fait de ma vie, donc on m'a appris un petit peu. Puis j'ai changé de boîte, on m'a appris encore. Et j'ai appris aussi beaucoup tout seul, surtout. Le soir, le week-end, enfin voilà, c'est devenu aussi une vraie passion. Et rapidement, au bout de 2 ans de salariat, je me suis mis à mon compte. J'ai créé une agence web pour accompagner des gens, des e-commerçants là-dedans. Ok.
Et en parallèle de ça, j'ai surtout, commencé à investir à l'immobilier grâce à ma femme, puisque dès 2008, quand je suis rentré en France, on a acheté notre résidence principale. C'est hors de question d'être en location pour nous. Mmh. Donc on a acheté notre résidence principale, j'avais 23 ans à l'époque et Ah donc tu as investi super tôt quand même. ouais, ouais. C'est top. Ouais, ouais, bah, commencé à capitaliser assez tôt du coup sur cette partie-là et en 2010, donc à 25 ans, on a acheté un premier studio en LMNP, centre-ville de Toulouse. 3 mois après, on a acheté un deuxième et à chaque fois on mettait, entre 3 000 et 5 000 € de notre épargne qu'on avait. Dès qu'on constituait un petit truc, on a racheté et puis après, 2013, comme j'avais quelques activités e-commerce, j'avais besoin de bureaux et de locaux de stockage. Mmh. Donc j'ai acheté on a créé notre première SCI en 2013, familiale, qui existe toujours. Donc évidemment, il y a plus il y a Pour le stockage, c'était plus quoi ton grand-chose. activité de vélo, short de Là, vélo? c'était pas encore le vélo, parce que le vélo, j'ai racheté l'activité, donc c'était, je pense, 2014, ouais, fin 2013 peut-être, mais j'ai acheté le locaux avant. D'accord, C'était, j'avais mon agence web, donc j'avais des bureaux, et puis après, j'avais activité dans le chocolat. d'accord. Donc, on faisait du chocolat haut de gamme, de luxe, Ah oui, c'est livré vrai. à domicile pour les événements, Saint-Valentin, etc. Et j'avais eu avant une activité dans les compléments alimentaires pour les bodybuilders et qui a été, selon moi, le business qu'on a vendu beaucoup trop tôt et qu'on aurait dû garder parce que Ça avait bien ça marché, je crois que fonctionne c'est encore très fort, en ouais, fait. Et surtout, les gens achètent tous les mois la même chose, quoi. Donc, il y mmh. a un vrai repeat business. Pour moi, c'était vraiment avec du recul, bon, voilà, j'étais pas assez mature, je pense, mais c'est un business qu'on aurait dû garder et vraiment faire perdurer. Après, c'est jamais les choses que tu peux trop savoir d'avance, on va Non, dire, non. voilà. Ça aurait pu capoter, l'histoire elle aurait été Ouais. différente aussi, hein. Ouais, ouais. Ouais, et puis après, c'est aussi, je pense, un jeu d'association. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, c'est plus facile de prendre toutes les décisions, de savoir où tu veux aller et puis de les assumer à 100. Là, on était 3 associés sur ce business. C'était mon premier business e-commerce. J'étais encore salarié au début quand je suis rentré dans ce business. Heu et en fait, quand tu es 3, bah, chacun des intérêts différents. Au bout d'un moment, Bien sûr. au tout début, tes intérêts sont forcément communs. Mais à la fin, forcément, bah, tu en as un qui a un enfant, d'autres qui en a pas, un qui déménage, un qui stockait les produits chez lui, puis après on passe chez un logisticien. Donc est-ce qu'il a du sens, Mmh. ça de rester dans la boîte ou pas? Enfin, Bien sûr, c'est oui, c'est des cycles normaux de la vie, hein, c'est voilà. Donc mais sinon, pour résumer, ma vie, ça a été, beaucoup d'entrepreneuriat avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'évolution salariale aussi, enfin de postes, au niveau managérial et mmh, salarial aussi, dans des entités. Donc jusqu'à des postes de comité de direction et d'actionnaire dans des boîtes quand même, dans des boîtes retail, importantes en France et toujours en parallèle, j'ai eu des activités, entrepreneuriales, voilà, soit du conseil ou des choses comme ça, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui le solopreneur, par mmh. exemple. J'ai été quasiment toute ma vie solopreneur, même si j'étais salarié à côté et puis en montant aussi des boîtes à part entière et en ayant des périodes de ma vie où j'étais complètement, indépendant, enfin entrepreneur, à 100. Jusqu'à il y a 3 ans où j'ai un peu plus de 3 ans où j'ai fondé Artae et donc une entreprise d'investissement clé en main pour capitaliser sur tout mon capital, on va dire, heu, d'expérience, en matière d'investissement immobilier. Mmh. Puisque du coup, on l'a pas dit, mais depuis effectivement, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de biens et avec, des gens différents, en perso, en société, du commercial, de l'habitation, enfin un peu de tout. Courte durée, longue durée, coloc, des immeubles, enfin vraiment tout et ça m'a permis d'acquérir vraiment une grosse expérience qu'aujourd'hui j'ai mis à profit grâce aussi à une équipe, hein, parce qu'on a une vingtaine de personnes aujourd'hui dans l'équipe. Grâce aussi à une équipe, à profit de nos clients et qui en bénéficient finalement tous les jours. Pas gratuitement évidemment, Mmh. c'est tout le Bien principe sûr. d'une société donc voilà, on donne aussi beaucoup gratuitement, hein, avec le podcast, tu le disais, la Mmh. chaîne YouTube et cetera. On fait beaucoup de pédagogie, on organise beaucoup de webinaires aussi et les gens peuvent vraiment, s'instruire beaucoup, grâce au partage et à la passion qu'on transmet. Mais à côté de ça, il y a un vrai business et ce business, j'avais dit à ma femme, ce sera le dernier que je vais vraiment, créer et pousser à bout. Et bon, je suis déjà en train de réfléchir à autre chose, mais c'est voilà, en tout cas, c'est quelque chose, qui fonctionne et que je faisais déjà avant de créer Artae par un site qui s'appelait investir-à-toulouse.com et on accompagnait des gens à investir à Toulouse, comme son nom l'indique. Et comme on a ouvert d'autres villes, que je voulais étendre un petit peu la boîte, Je l'ai vu, il est voilà. encore sur le QR code du livre, je crois, c'est quand tu bipes le QR code, Ouais, si je sur dis les pas de anciens bêtises. livres, c'est le cas, ouais. Ouais, ouais, je pense, ouais. Mais ouais, donc du coup, ouais, école de l'autodidacte, hein, finalement Ah, carrément. et moi, j'ai bien aimé ça dans ton livre d'ailleurs. Je trouve que, bah, tu parles déjà, on sent le pragmatisme parce que tu rentres vraiment dans les détails, de comment, faire une présentation pour aller voir ta banque. Tu te donnes des exemples hyper concrets
crées, pardon. Et puis tu parles aussi de tes échecs. Et ça, souvent, les gens, en fait, dans les livres, soit ils sont très théoriques, soit ils parlent peu de leurs échecs, ils cachent un peu ça sous le tapis. Et toi, tu es assez transparent là-dessus, donc c'est ce que j'ai bien aimé. Je pense que, c'est important. Alors, je sais pas si c'est important d'en parler. Moi, j'en parle naturellement parce que j'aime bien être transparent et en fait, j'aime pas qu'on puisse venir me retoquer sur un truc que j'aurais dit 4 ans avant et qui est plus cohérent avec ce que je dis aujourd'hui. Bien Quelque sûr. chose comme ça, j'aime bien être linéaire sur enfin, je pense que tu peux être linéaire quand tu as de l'expérience parce que du coup, tu as vécu plusieurs cycles et tu peux tirer des conclusions de ça et trouver une linéarité. Après, c'est difficile d'être linéaire quand tu as pas d'expérience parce qu'en Mmh. fait, c'est ta courbe d'apprentissage, elle est faite de haut et de bas. Bien Et une sûr. fois que tu as appris et que tu es bien solide, normalement, c'est quand même plus linéaire et c'est pour ça aussi que en général, tu te casses moins la gueule. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas s'il faut en parler ou pas, mais il faut en vivre, c'est certain, si tu veux pouvoir apprécier les réussites aussi. Mmh. Parce que, tu vois, comme je dis à nos clients, oui, l'investissement immobilier, des fois, c'est un parcours qui est semé d'embûches, mais en fait, si c'est pas semé d'embûches, il y a aucune appréciation de la finalité. Si tout coule de source et tout va bien, bon, en fait, tu te dis: «Ouais, en fait, c'est simple, OK, mais ça me fait pas kiffer parce qu'en fait, j'ai pas eu d'adrénaline, j'ai pas vécu de trucs, donc j'ai pas cette satisfaction». Tu vois, ça, il y a du travail effectué, et de la finalité. Ah, au-delà de ça, moi, c'est surtout, je trouve ça rassurant, en fait, d'avoir, des vrais retours d'expérience parce qu'en fait, tu te lances, puis toi, tu galères sur plein de trucs. Mmh. Tu vas galérer à trouver un bien, tu vas trouver qu'au bout du 14e. Bah, rien que la banque, tu vas faire, 4 banques, 4 refus. Mais en fait, lui, il a réussi à avoir un bien, donc au bout de la 22e, 22e. Mmh, mmh mh. Donc rien d'alarmant. Et en Ouais, fait, bah, je trouve que c'est rassurant de dire, en fait, non, c'est un parcours, potentiellement classique. Des fois, ça passe bien, des fois, c'est plus compliqué et en fait, ça oui. fait partie du jeu, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais, et j'aime bien aussi, je le dis parce que j'aime bien aussi être, assez réaliste, tu vois? Mmh. Quand je partage quelque chose et pour absolument pas vendre du rêve, on en parlait avant l'épisode, moi je sais pas vendre tout court, donc vendre du rêve, c'est encore pire, vraiment. En tout cas, quand il s'agit de nos services à nous, après je pense que je peux vendre très bien ton podcast et vendre des produits à toi, mais les produits à moi, c'est plus compliqué Ah, pour moi. je vais te péter sur le coup, Voilà. alors. Mais par contre, je coûte un peu cher et Merci. et hem et oui, parce qu'il y a ça aussi d'ailleurs dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de propositions de postes, avec des très belles rémunérations et cetera. Quand j'étais consultant, je vendais 1 200 € hors taxes la journée, donc tu vois, tu travailles 20 jours par semaine, tu fais 250 000 à l'année, bon Mmh. voilà, enfin si tu prends pas de vacances et j'en prends pas beaucoup. Donc voilà, c'est très bien, mais en fait ça m'animait pas du tout, tu vois? Ça m'animait pas et donc c'est pour ça que j'ai préféré, downgrade, sur ce sujet et faire un truc qui me faisait kiffer. Voilà, donc il y a pas que le moteur, financier aussi, c'est important. Bon, d'ailleurs, c'est en général, c'est plutôt une, conséquence de tout ce que tu as mis avant en place, mais pas forcément une finalité Mmh. et et du coup, ce qui me fait, dire aussi que, je pense que dans l'investissement immobilier, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que tu aimes ça et pas forcément parce qu'il y a une carotte, financière et que c'est le mot enfin, je pense pas que le mot investissement, ça doit prendre de la place sur la partie d'un projet immobilier, tu vois? Je Mmh. pense que ça doit prendre une petite place, mais pas la place principale. Je pense que vraiment, il faut aimer ça aussi, l'immobilier, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, chronophage et tu le dis, hein, la banque et tout, enfin franchement, Je te rejoins, c'est, trouver du sens, en fait, il y a plein de manières d'investir aujourd'hui, hein. mmh, Donc pourquoi tu vas plus sur l'IMO que sur de la bourse, voilà, il y a des raisons techniques, mais ouais, il faut aussi que tu portes le truc et sinon tu vas pas tenir très longtemps, c'est clair. non, non. Ça marche? Bah, écoute, je te propose peut-être avec une question assez large au début. On parle souvent d'investissement immobilier. Toi, tu définirais ça comment l'investissement immobilier, en fait, quel mot on pourrait mettre derrière? Waouh! C'est chaud, hein? Très large. Bon, j'en ai fait des podcasts, mais ces questions comme ça, Ah, en fait, heu, c'est plus pour le néophyte qui n'aurait pas ouais, l'investissement ouais, ouais, immobilier, ça veut dire quoi, en fait? C'est ouais. Bah, déjà dans l'investissement immobilier, je vais séparer investissement, immobilier tout court et investissement locatif. Parce que tu peux très bien et tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs quand je parlais de ma résidence principale, tu as dit: «Tu as commencé à investir». Alors je parlais de résidence principale mmh, et effectivement, je crois que investir dans l'immobilier pour moi, ça peut être juste mettre un peu d'argent dans l'immobilier et surtout celui de la banque, OK? Pour commencer à capitaliser sur un effet de levier intéressant grâce au fait que tu vas mettre 10 000 € d'apport, quand la banque va t'en prêter par exemple, je sais pas 70 000 à côté mmh. et que du coup ces 70 000 c'est de la création de richesse qu'aujourd'hui tu n'as pas mais que tu auras in fine. Avec beaucoup de patience. Parce que l'immobilier, alors ça je peux voilà, ça c'est un mot qui peut résumer l'investissement immobilier, c'est patience. Patience, ouais, c'est très Voilà, résilience si jamais tu te heurtes effectivement à des problématiques bancaires et cetera. Parce que franchement si tu es pas résilient ou tu fais pas long feu parce qu'au bout de 3 refus tu abandonnes et le projet tu as fait tout ça pour rien. Heu, Même si honnêtement j'ai jamais fait beaucoup de enfin moi je me suis jamais heurté à beaucoup de refus, donc j'ai pas vécu le truc. Mais quand je vois des gens qui ont, 20 refus bancaires, je me dis: «Bon, au bout d'un moment, faut peut-être faire autre chose» parce que des fois aussi, tu vois, faut
C'est bien d'être résilient et de vouloir y aller, mais si Ah tu non, dois faire ça à chaque projet, dans 10 ans, t'es mort, quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça use, hein, vraiment, ça use. Moralement et physiquement, au bout d'un certain âge aussi, tu vois. Je vois que j'ai plus la même fougue, par exemple. Donc, je dirais patience, capitalisation. Ça, c'est vraiment important. Et si on prend l'investissement locatif, je dirais patience, capitalisation, parce que ça va avec, mais capitalisation grâce aussi à un levier qui est intéressant, qui est celui du locataire, et donc de ta position de bailleur, à la différence d'un investissement immobilier d'une résidence secondaire où ça risque de te coûter un peu d'argent, ou si tu ne l'exploites pas, ou une résidence principale où ça va juste remplacer le fait que tu aies un loyer à dépenser, donc du coup ça va capitaliser, ça, c'est important ce mot capitalisation. Mais sur le locatif, l'avantage c'est que tu peux dupliquer plus facilement que sur une résidence principale, puisqu'en face tu as des revenus. Donc je ne sais pas comment le résumer, mais pour moi c'est ça. Et par contre, si je dois mettre des mots-clés, au-delà de ce que j'ai déjà dit, c'est pour moi long terme, ça va avec la patience, mais vraiment, voilà. Objectif, t'as pas d'objectif, Tu dans sais quoi tu pas où tu investi, vas. tu sais pas. Horizon, pour quand, vraiment important. Et tout ça, ça découle sur quoi? Stratégie. Voilà. Donc c'est un objectif, 2 horizons, 3 stratégies. C'est vraiment important. Et je prends souvent, j'ai l'impression de le répéter beaucoup en ce moment, mais je le dis parce que tes auditeurs ne me connaissent sûrement pas, ou peut-être un peu. Si tu montes dans ta bagnole, que tu dis pas à Waze quelle est ta destination finale, il peut pas te donner le chemin. Donc, si, franchement, vous pouvez faire l'exercice, c'est impossible. Enfin, je veux dire, il peut pas deviner où vous voulez aller. Donc, il ne vous donnera pas de chemin. Par contre, si vous lui mettez une destination sur Waze, vous dites, je veux arriver à tel endroit à telle heure, à ce moment-là, il va prendre un chemin. Si vous dites, je veux arriver à tel endroit à telle heure, qui est une heure totalement différente, il va sûrement vous donner un autre chemin. Ben, c'est Bien sûr. exactement pareil l'immobilier. Si tu veux générer 1000 € de revenus complémentaires dans 25 ans, c'est pas le même chemin que dans 5 ans. Et peut-être même que des fois, il y a pas de chemin et Waze va te le dire, c'est pas possible. À cette heure-là, ce n'est pas possible. Et Mmh. moi, nous, c'est ce qu'on dit souvent à nos prospects, qu'on a et ils sont heureusement pas nombreux parce qu'on n'a pas cette image-là, mais des prospects rêveurs qui vont te dire: «Ben, moi, je veux vivre de l'immobilier dans 5 ans et j'ai 10 000 € d'apport». Mmh. Bah, faut au bout d'un moment, dans quel monde de l'investissement, que ce soit immobilier ou autre, avec 10 000 balles, tu penses pouvoir être rentier, quoi? Ça n'existe pas, Mmh. tu vois? C'est pas possible. Ça existe, oui, pendant 2 3 ans, si tu as un pôle emploi à côté et que tu pas tombé dans la fiscalité. Mais le jour où tu tombes dans la fiscalité, ton revenu est divisé par 2 en fait. Ouais, bien sûr. Donc tu es plus rentier, tu vois? Non, mais je te rejoins, c'est hyper important. On a tous des moments de vie différents quand on se lance. Et voilà, tu parlais de la résidence principale, bah, c'est un investissement. Mmh. Mais du coup, bah, si tu te fais plaisir sur ta résidence principale, tu peux t'attendre à pouvoir peut-être moins investir sur du locatif à côté. Ouais. Il faut choisir tes combats. Et comme tu dis, choisir où tu veux aller. Et si c'est pour en vivre rapidement, si c'est plus au contraire pour prévoir ton avenir et tu vas plus du tout faire prendre le même chemin, Oui. effectivement. Moi, il y a un mot qui fait sens, c'est patience. Mmh. Ça fait une bonne transition sur la question suivante, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ton livre, au début notamment, où tu chasses un peu tous les préjugés et tu parles justement des formations un peu de rêve, etc. Si demain je devais aller chercher du contenu, voir de la formation, c'est quoi pour toi les green flags et les red flags qu'il faut éviter? Hem, la première chose, c'est de regarder, qui prône sa méthode, on va dire, et qui vend en tout cas, sa méthode. Bon, déjà, il y a pas vraiment de méthode à vrai dire, hein, c'est plus, du recul, Du vécu? ouais, du Mmh. vécu. Et justement, comme c'est du vécu, il faut regarder vraiment, mais c'est très compliqué à faire, mais il faut regarder ce qu'ont fait les gens. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont lancés dans cette partie formation en vendant du rêve, en faisant rêver les gens, parce qu'ils avaient acheté une location courte durée et qu'ils faisaient des 500 € de cachot avec une location courte durée et c'était leur premier projet qu'ils ont fait il y a 1 an, quoi. Mmh. Et je suis désolé, mais l'immobilier, c'est cyclique. Si vous regardez dans le temps, c'est des cycles, 5, 6 ans, 7 ans, et cetera. Même des fois plus courts. Mais il faut en avoir vécu plusieurs pour savoir de quoi on parle. C'est difficile d'isoler un truc sans avoir de volume. C'est comme si vous faisiez des statistiques ou des Mmh. probabilités sur un échantillonnage hyper faible. Comme en bourse, en crypto, tu peux avoir un coup de chance, mais c'est pas Évidemment, la vérité du. évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que c'est plus safe dans les marchés financiers d'acheter un indice au complet que de faire du stock picking si on n'est pas un mec hyper averti. Parce qu'en vérité, la probabilité, ça marche pas. Donc, moi, je dirais vraiment regarder le track record et l'historique de la personne, mais c'est pas évident à faire. Mais en général, si les gens n'ont pas acheté 40 biens,
ils vont pas le dire. Mmh. Et par contre, s'ils ont acheté 40 biens, ils ont un intérêt à le dire pour vendre leur Bien truc. sûr. Et souvent, on le voit pas forcément. Et surtout, depuis quand ils ont acheté? Parce qu'au-delà du volume, c'est depuis quand ils ont acheté. Moi, je trouve que c'est vraiment important là-dessus. Et Côté legit, c'est bien mesurer en fait l'historique finalement, le CV de la personne. bah, ouais, le CV de la personne, exactement, mais aussi ce qui est vendu. C'est-à-dire, si on vous vend quelque chose qui est, vous allez devenir rentier avec l'immobilier en 2 ans, franchement, je vous le dis, c'est impossible, mais c'est impossible. Alors, impossible, oui, enfin, c'est un peu possible peut-être, mais en prenant énormément de risques, en ayant aussi du cash au départ. Parce qu'en fait, les gens me font rire avec leur cash flow souvent, mais finalement, du cash flow, si tu achètes cash, tu l'as à 100% de ton cash flow. Enfin, Mmh. tu vois, si tu pas de crédit en face, le flux de trésorerie entrant, il est énorme. Et pourtant, c'est pas un investissement le plus rentable du monde à 10-15 ans d'acheter cash. Donc ça veut bien dire que le cash flow n'est pas le moteur essentiel de la rentabilité d'un investissement à terme. Parce que si c'était le cas, tout le monde achèterait cash. D'ailleurs, question, je rebondis, parce que tu as déjà répondu à ma 4e question, ça va trop vite. Mais, je répondais sur ce que tu dis. Si demain, tu as un peu d'apport, imagine, tu as 150 000 €, imaginons moi, du côté de chez moi, c'est 75 000 un studio. Tu es mieux, selon toi, pour générer du cash flow et avoir tout de suite du revenu, à acheter tout de suite 2 apparts cash, quitte à derrière les hypothéquer et refaire un crédit pour, voilà, mais tu prends l'argent en fait directement des loyers de ces 2 appartements, ou au contraire de tout de suite lier à ton apport un crédit pour acheter plus grand et espérer avoir plus de cash flow, mécaniquement? Bah, ça dépend de ton horizon. Ouais. Si ton horizon, c'est tout de suite et que tu as besoin de cash tout de suite, bah, acheter cash, ça te permet de générer un revenu et tu es rentier sur cette partie-là. Ça te crée une rente, entre guillemets. Après, à voir combien, mais ça te crée une rente. En général, avec 150 000 €, c'est difficile de générer une rente au-delà de peut-être 1500, allez, 1300, 1500 € par Oui, mois. parce qu'avec les Voilà. impôts, tout ça, Enfin, je parle brut, je parle rente brute, hein. mmh, Rente brute. Après, effectivement, si c'est un LMNP, bon, tu as pas d'impôt au début, mais à la sortie, au bout d'un moment, il faut que tu décaisses, hein. bah oui, peut-être Et, derrière, il et, faut te rattraper. et en fait, c'est ça souvent, hein, et je vais répondre à ta question, mais je fais la parenthèse, c'est ça souvent non, on en parlera après, si tu veux, entre la vision court terme et la vision long terme. Et donc, pour continuer la réponse à la question, si ton horizon c'est court, achète cash, ça se génère. Mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus aucun levier derrière pour aller continuer d'empiler du patrimoine, à part ce cash qui rentre et qui te recrée une capacité d'endettement. Mais si ça te recrée une capacité d'endettement et que tu réinvestis à côté, comme tu dis, tu le prends en garantie, tu investis de l'autre côté, Mmh. bah, en fait, les mensualités que tu vas avoir, possiblement, elles vont pas peut-être elles vont pas être couvertes par les loyers, donc ça va te faire un effort. Donc finalement, ta rente initiale, elle va être impactée. Donc, ça dépend vraiment de ça. Si ton horizon, par contre, c'est de générer du cash dans 15 ans, bon, bah, à ce moment-là, il vaut mieux mettre le moins d'apport possible, aller essayer de trouver un autofinancement sur un investissement qui se paye à peu près tout seul en calibrant l'apport en fonction au départ. De toute façon, c'est un jeu d'équilibre, hein, c'est des curseurs, hein. Mmh. Quand tu augmentes l'apport, le curseur effort d'épargne, il baisse et inversement. Donc, ou cash flow augmente si l'apport augmente aussi. Et là, tu maximises pour moi, enfin, moi, ça a été ma stratégie. Moi, j'avais pas besoin d'argent. J'étais salarié quand j'ai commencé à investir. J'avais pas Mmh. besoin d'argent relatif à l'immobilier. J'avais pas envie d'arrêter de bosser. C'était loin de. En plus, enfin, je te parle de ça en 2008-2010. Il y avait pas toute cette école de je veux devenir rentier, digital nomade et Mmh. compagnie, tu vois. Donc, c'était pas du tout l'optique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis d'empiler du patrimoine brut qui se transforme naturellement, si tu laisses faire avec tes patients, en patrimoine net. En Oui, parce fait. que tu le rappelles bien dans ton livre aussi, ça je trouve ça cool, c'est qu'en fait, on parle toujours de cash flow pour gagner de l'argent et cetera, sauf Mmh. qu'en fait, si déjà ton opération se paye, tu t'enrichis Ah déjà. ben, clairement. Mmh, Mais c'est carrément, ça et que je dis souvent surtout aussi. grâce au LMNP en France. Même s'il a un peu changé, on pourra en parler tout à l'heure parce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais partager là-dessus, mais le LMNP, ça permet quand même de bénéficier d'un remboursement d'un capital, de bénéficier des amortissements en face qui viennent justement effacer tout cet enrichissement latent qui se crée, et à la sortie, ne pas retrouver toute cette fiscalité, quoi. Enfin, c'est quand même la folie. Enfin, tu vois, Mmh. pour avoir investi dans d'autres pays et tout ça, ça n'existe pas, quoi. Oui, on se prend souvent de la fiscalité française, mais il y a quand même Ben ouais. des gros avantages aussi, Et dans tous les certains endroits. tous les investisseurs locatifs, qui nous écoutent ou que je côtoie la plupart, ont bénéficié de ça, de cette niche fiscale et continuent à en bénéficier. Moi, je vais vous dire, ça fait 15 ans que je fais de LMNP. Mmh. J'ai commencé en 2010 le LMNP, on est en 2025, ça fait 15 ans. En plus, c'était en octobre 2010, donc pile poil. Je n'ai jamais payé 1 € d'impôt sur du loyer relatif au LMNP. Jamais. Parce qu'en arbitrant au bon moment, en recréant, en continuant d'investir et cetera, tu ne le payes pas. Par contre, je l'ai payé à la sortie. C'est-à-dire que
quand j'ai arbitré, et même j'ai arbitré des biens cette année, avec la nouvelle réforme LMNP et la réintégration des amortissements, Mmh. j'en ai payé plus que je ne devais en payer avant, ça c'est sûr. Mais c'est quand même bien moins que si j'avais payé tous les mois pendant 15 ans. Oui, puis c'est peut-être un moment où tu peux plus te permettre aussi qu'à un lancement Exactement. et ça te décale, Ça a été mon choix. D'ailleurs, je suis allé à l'inverse de ce que m'avait conseillé mon comptable au départ. Mmh. C'est-à-dire que mon expert comptable, qui est toujours le même, et je trouvais ça intéressant parce que du coup, c'est pas parce que j'ai pas suivi son conseil qu'on sait pas. Enfin voilà, on a échangé et je pense qu'il s'est enrichi de ma façon de faire et moi je me suis enrichi de sa façon de faire aussi. En plus, c'est Mmh. quelqu'un qui investit beaucoup dans l'immobilier, donc il connaît très fort le truc. Mais lui, il avait plus de moyens que moi à l'époque, il en a sûrement toujours plus d'ailleurs aujourd'hui, que, que de, il avait les moyens de payer de l'impôt. Donc en fait, lui, il investissait à l'IR. Il faisait beaucoup de déficit foncier. Mmh. Et dès qu'il avait plus de déficit foncier, il acceptait de payer l'impôt. Mais par contre, à la sortie, les amortissements, il les retrouvait. Il les retrouvait pas parce il les avait pas impactés. Alors que moi, j'ai choisi le choix par exemple, sur la SCI à l'IS parce que je voulais pas payer l'imposition tout de suite. J'avais pas les moyens. Et j'avais pas envie de me retrouver dans ce principe de cash squeeze où tu payes de la fiscalité avec de l'argent que tu as pas, parce que l'argent que tu as, il te sert à rembourser du crédit, Mmh. tu vois? Ouais, après, c'est, on va dire, le problème de riche. Plus tu gagnes, plus t'en payes. Mais je te comprends, tout le monde n'a pas la possibilité, Bah, justement. riche, oui et non, riche en devenir parce que, tu vois, quand tu as du crédit à rembourser, tu pas riche, tu es endetté, tu es surendetté, tu es très endetté. Moi, j'ai fait l'exercice, j'ai jamais fait l'exercice, mais il faudrait que je le fasse, Ton taux de. taux d'endettement. Ouais, Je l'ai jamais fait. Alors, c'est pour le beaucoup. coup, moi, en plus, j'ai quasiment aucun revenu maintenant, parce que je me paye avec des cailloux un peu, tu vois, de temps en temps. Donc, parce que j'ai jamais été obsédé par la rémunération, en fait. Je l'ai été quand j'étais salarié, Mmh. comme tous les salariés, en fait. Tu vois? Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, je me suis très peu payé toujours. Je me suis jamais versé de dividendes. C'est la première fois cette année que je vais me verser des dividendes. Alors j'ai eu des boîtes qui ont gagné de l'argent, même il y a 10 ans, en fait, tu Mmh, vois? mmh, mmh. J'ai jamais, jamais, j'ai toujours laissé l'argent dans les caisses. Ce qui va permettre de scaler, je pense, à mon. Ouais, aussi, ça qui m'a permis de tout le temps réinvestir, investir. Mais j'ai jamais un euro à moi. J'ai jamais, de pognon, quoi, en fait, tu vois? Ma femme, elle me dit: «Mais putain, on fait jamais un voyage, on fait jamais un truc, on fait». Ouais, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Par contre, t'inquiète pas, une fois qu'on va le faire, on fera ça toute notre vie. Enfin, tu vois? Bon, vous êtes au Canada, Voilà. maintenant, donc Ouais, ça. mais du coup, on fait les voyages pour venir, faire du business, quoi, tu Ouais. vois? C'est un peu, bon. Je rebondis Cash Quiz, parce que, tu as des caps sur ton podcast qui sont hyper intéressants, qui sont avec des mots un peu plus techniques. Donc Cash Quiz, vous pouvez le retrouver. Il y a une capsule, Oui, dans ton ouais, podcast qui l'explique bien, c'est top. Je me suis refait 2-3 hier qui étaient plus ouais. techniques, mais qui sont hyper intéressants. Pour tous les Moi, j'ai une question aussi, il y a beaucoup de néophytes qui m'écoutent. C'est-à-dire la différence entre une personne, qui est attentiste, qui prend de l'information, mais qui passe pas à l'action et celle qui va passer. D'après toi, c'est quoi qui va faire la différence, qui va te donner, l'impulsion? Je te Heu, pose la question parce que tu étais assez cash sur ton livre et j'ai bien aimé ça. ouais, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'entourage qu'il faut balayer, ça, c'est certain et je le vois encore avec nos clients. «Ah, je vais demander à machin, ah, mais est-ce que je peux visiter avec mon père?» Mmh. C'est toi qui signes le contrat et tu veux visiter avec ton père et on l'a vu, même, enfin, j'ai un client, s'il m'écoute, désolé, mais, d'ailleurs, Tout ne citera pas son nom. non, mais il est venu visiter avec sa mère. Sa mère, elle a démonté le truc. Ah. Mais elle l'a démonté et pas sympa en plus, tu vois? Mmh. Pas sympa avec nous, pas sympa, voilà, elle a démonté le bien. Le projet, mmh. Il y a un studio pour un étudiant, enfin, je veux dire, tu vois? Tu pas dans l'immobilier de luxe, quoi. Elle a démonté. Plus de son, plus d'image du client après. Je pense qu'elle a démonté son fils aussi. Enfin, tu vois? Ouais. Elle a vraiment, Donc le mec, il prend et il se dit: «OK, vas-y, je vais investir, je suis jeune, j'anticipe et cetera» et là, tu as l'entourage qui vient, sûrement avec ses bonnes raisons à elle, hein. Bon, la forme n'était pas bonne, mais mmh. sûrement que le fond est bon au départ, tu vois? C'est la protection, des gens qu'on aime et cetera. Mais ça, franchement, faut vraiment le bannir. Enfin, pour moi, faut si vous êtes sûr de vous, ne demandez l'avis à personne, en fait. Faites-vous accompagner par des gens en qui vous avez confiance si vous voulez ou faites tout seul. Mais si vous êtes sûr de vous, ne demandez pas l'avis parce que ça va être souvent le dernier qui parle qui a raison parce que ça va créer un truc, voilà. Donc il y a ça, il faut s'enlever ça pour passer à l'action. Il y a aussi le fait que je pense qu'il faut un peu de temps et si on n'a pas le temps, on passe pas à l'action et souvent avoir du temps, c'est juste se dire: «OK, je prends ce temps-là et je me réserve ce temps-là». Comme je disais souvent, moi, quand j'ai commencé à investir enfin, pas quand j'ai commencé à investir, parce que là, c'était pas le cas, mais quand je me suis mis à réinvestir très fortement en l'immobilier, où j'ai acheté, vraiment beaucoup de biens, mais vraiment beaucoup, quasiment un par mois. Hem, je faisais du triathlon, assez intensément, entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine.
je trouve que quand je m'entraînais comme ça, je me levais 1 heure plus tôt le matin, je me couchais 1 heure plus tard le soir. Entre midi et 2, au lieu d'aller me bouffer un burger avec des collègues, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la piscine, j'allais courir, voilà. Je faisais du vélo même, même entre midi et 2, j'arrivais à trouver le temps de faire du vélo. Pourtant c'est chiant, tu vois? Il y a le Mmh. matos, il y a le machin, vas-y, faut gonfler tes pneus, faut régler, faut t'habiller, Tu mettais en tu vois? face de tes objectifs tes Ouais, moyens et et ouais, voilà, c'est exactement, parce que c'était ma priorité. Par contre, dès que je me suis mis sur l'IMO, j'ai plus fait de triathlon. Et voilà, et j'ai vu que c'était pas compatible. Parce que là, pour le coup, j'arrivais pas à trouver 35 heures de plus dans une semaine, tu vois, entre l'IMO, plus le tri, plus voilà. Donc j'ai fait le choix. Je me suis mis au tri, je me suis mis à l'immobilier et j'ai dédié ce temps. Et pareil, même exemple, entre midi et 2, ah viens, on se fait un resto à midi et tout. Non, désolé, j'ai une visite. Donc ouais, je fais l'aller-retour, visite, tac, et je mange un sandwich dans la bagnole. t'as Et voilà. as vraiment raison de le souligner. En fait, il faut se donner les moyens. En fait, c'est si ton objectif, c'est ça, bah, tu mets le poids du corps sur ça. En fait, il y a pas de surhomme. Tu pourras pas avoir, 10 combats, Non, être un champion de muscu, ou de triathlon et puis, être très, très bon en IMO, en invest. compliqué. Il Tu faut peux avoir un être très équilibre. bon papa en même temps et cetera. Voilà, il faut que Ouais, tu peux avoir un équilibre, mais il faut accepter de pas performer partout par contre, ouais, tu vois? Si tu veux être hyper quitte à y spécialiste, revenir, quoi. oui, Quitte à quitte à y revenir un jour. revenir, voilà. Là, tu vois, je me suis remis ça fait 6 ans que je fais plus de tri, que je cours plus trop, je fais plus trop de vélo et cetera. Et là, je me suis remis, j'ai retrouvé le temps, enfin, je retrouve le temps, je me redonne le temps parce qu'au Canada, je fais plus de visites, je suis moins dans l'IMO, j'ai moins de volume qu'ici à gérer, je fais tout à distance. Avec le décalage horaire, je suis plus tranquille l'après-midi. Mmh. Donc je me suis retrouvé un peu de temps facilement, tu vois? Pour aller mais je me force, hein, parce que sinon je peux rester sur Ah l'ordi oui, oui, bien sûr. pendant 15 heures non-stop à bosser, hein, j'ai toujours un truc à faire. Donc voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et ensuite, c'est, si on n'a pas, ni le temps, ni l'expertise, ni les réseaux et qu'on a la peur de se lancer, qu'on a envie d'être accompagné, faut se faire accompagner par soit des gens comme nous ou équivalents, soit quelqu'un qui a déjà fait dans son entourage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'investir à Toulouse au départ. C'est des gens dans mon entourage qui m'ont demandé de les accompagner. Mmh. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça me bouffait tous mes week-ends, j'ai dit: «Va falloir peut-être que je me gagne ma vie quand même», tu vois? Que j'arrête de sacrifier du temps parce Mmh. que c'est eux qui vont s'enrichir et pas moi. Et donc c'est là que j'ai construit une offre autour de ça. Voilà. Ouais, carrément. Bah, à un moment, tu peux pas être, tu dispo pour les proches, mais Ouais, c'est le temps, c'est pas tu es extensible. toujours le référent de la table sur un sujet donné, en fait, C'est tu ça, vois? Donc bon, voilà. Puis moi maintenant, je leur dis aux gens, je leur dis: «Écoutez, j'ai fait quasiment 300 épisodes sur un podcast. c'est ça. On est sur YouTube. J'ai écrit un bouquin, je peux vous en envoyer un, enfin, tu vois? Vous Mmh. pouvez acheter, ça coûte 20 balles». Je partage sur les réseaux sociaux un peu moins maintenant, mais quasiment tous les jours pendant des années sur les réseaux sociaux. J'ai fait des stories sur ce que je faisais toute la journée sur l'IMO. Bon, je donne beaucoup. Je pense que vous pouvez arriver à trouver des choses, quoi. Mmh Vous avez mh. des réponses à vos questions. Mais il faut aussi vous investir un peu en fouinant, quoi. Ah, ils veulent toujours la petite patte de l'expert. Ah, Ben ouais, ouais, ouais. ça marche. Il y a une question, tu dis dans le premier chapitre de ton livre, il y a une question qu'on ne pose pas souvent, c'est, comment faire pour se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros en quelques mois? Mmh. Et ben, moi, je suis intéressé par la réponse du coup. Je dis ça Heu, dans le livre. ouais, tu dis ça? Ah ouais? Ça Alors, bon, c'est pas mettre un mot, ça fait mais plus de 5 ans que je l'ai écrit, je ouais, t'avoue, je non, après je me doute que ta pensée elle a peut-être évolué un petit peu, mais mon idée c'était de dire: «Est-ce que, tu penses qu'en 2025 c'est encore faisable, de s'enrichir avec l'immobilier?» On en a parlé un petit peu en amont, et d'en vivre en fait. Voilà, et si tu devais, me donner des tips là, je vais faire 2 réponses parce qu'il y a ouais. 2 questions. Est-ce que c'est possible de s'enrichir? Est-ce que c'est possible d'en vivre? Pour moi, c'est vraiment 2 questions. Mmh. Moi, j'en vis pas, par exemple. J'en vis pas du tout. Il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais toi, avec tous les loyers, tout ça». Ouais, OK, les loyers, je sais pas combien j'ai de loyers, honnêtement, j'en sais rien, mais peut-être 250 000 € de loyer par an. Mais j'ai aussi beaucoup d'échéances de crédit à rembourser en face, tu vois? Ouais. Parce que comme je te le disais, là, je suis encore, vendredi, je vais contre-visiter un truc que j'ai acheté à distance, un immeuble, où il y a 8, il y a un local commercial et il y a 8 apparts, plein centre-ville, d'une ville moyenne. Et je l'ai acheté à distance parce que, avec mon réseau, j'ai aucun besoin de me déplacer, j'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour, visiter. Bon, je vais le contre-visiter parce que je suis là, mais j'allais signer quand même, sans. Mais je compte donc déjà la première réponse, c'est moi, j'ai investi il y a 15 ans et je continue encore à acheter des trucs là 15 ans après. Si je trouvais ça pas intéressant, a priori, je le continuerais pas à le faire. Donc la réponse est oui, c'est intéressant de continuer, d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, Ouais. et je pense que ce sera toujours intéressant parce qu'il y a toujours des gens qui ont en fait, il faut regarder quand tu lances un produit sur un marché, tu lances un produit, tiens ça, un sous Ça t'a plu, j'ai l'impression. un sous-boc pour poser ton verre, tu vois? Pour poser la tasse. Tu lances ce produit. S'il y a pas un mec, la voûte studio, pour en acheter, il y a pas de marché. Mmh. Mais tant qu'il y a des mecs pour en acheter, tu peux en fabriquer.
bah, des gens vont te les acheter. Bon, est-ce que tu penses que demain, il y a des gens qui auront plus besoin de logements à louer? A priori, non. Ça reste un besoin primaire, effectivement, comme manger ou voilà. Voilà, donc tant qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger et qui n'ont pas les moyens d'acheter, ou mieux encore, le sens de l'histoire fait que la nouvelle génération ne veut plus posséder quoi que ce soit, mais veut juste bénéficier d'un usage, Deezer, Spotify, Netflix, Disney Channel, machin, tout, tu loues toute ta voiture et tout ça. Les gens veulent plus s'emmerder à posséder. Mmh mh. Par contre, ceux qui sont prêts à s'emmerder un petit peu plus que les autres, ben, c'est eux qui vont s'enrichir versus la fainéantise entre guillemets de la génération qui ne veut pas s'emmerder avec tout ça. Parce Mmh. qu'ils veulent kiffer leur life, machin, etc. Mais en fait, ils veulent. Moi, je le vois avec mon fils qui a 15 ans. Les filles, c'est un peu différent parce qu'elles ont été un peu peut-être éduquées différemment. Elles sont un peu entre les deux. Mais hier soir, j'étais dans la famille et il y avait des jeunes que j'avais jamais vus, là, qui étaient, bon, bref, des jeunes qui étaient là que j'avais jamais vus, des amis de la famille. Et bon, ben, tu veux faire quoi? Ben, je veux travailler dans le luxe. Ok, mais tu vas faire quoi? Ouais, je sais pas. Je dis, t'aimes quoi dans le luxe? L'immobilier, les voitures, le truc? Ah, j'aime tout le luxe. Ok, ça veut rien dire. En fait, pourquoi Mmh. t'aimes, en fait, grosso modo, pourquoi t'aimes le luxe? Ben, parce que sur les réseaux sociaux, tu vois que ça. Mmh. Tu vois? Et en fait, ils sont formatés là-dessus, sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent pas s'emmerder et ils ont plein de rêves, mais ils savent pas la manière. Et tu vois, ils ont pas la Ouais, manière d'y arriver. tu t'idéalises une image, en fait, mais sur le why qu'on faisait, sur ce que ça représente, tu sais pas. Et Mais le fait est que ces gens-là, ils ont besoin d'un logement. Il faut les loger, que ce soit ici, dans d'autres pays, ailleurs, dans des villes, dans des campagnes, et cetera. Donc pour moi, oui, l'immobilier, ça a toujours de l'avenir. Il y a vraiment zéro sujet. L'objection des gens en ce moment, c'est le taux. Mais ça, c'est que les gens qui ont une comparaison avec il y a quelques années. mmh, Mais moi, qui ai une comparaison avec il y a 15 ans où j'ai acheté ma maison à 5%, non, j'étais à 5 en 2008. je crois. 2008, j'étais à 5, tu vois. Avant, oui, c'était plus que ça, mais 2008, j'étais à 5. Donc, et je me suis jamais posé la question. Par contre, j'ai accéléré beaucoup plus dès que les taux étaient bas pour me dire, OK, bah là, en fait, profite de cette période à fond. Et là, j'en ai profité. Et aujourd'hui, je vais investir peut-être un peu moins, je vais consolider un petit peu plus, comme je l'avais fait avant. Je n'avais pas investi aussi massivement. Mais en fait, c'est pas j'investis quand les taux sont à 1,5 Mmh. ou à 1, et puis je fais plus rien quand les taux sont à 3. C'est j'investis quand c'est à 3 et j'investis encore plus quand c'est à 1. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Bon, donc, La linéarité, comme dans un ETF en bourse, voilà, bah ouais. ne pas lâcher d'effort, en fait, de capitalisation, quoi. Voilà, et j'évite de faire des comparaisons malhabiles, sans considérer le coût de l'argent aussi. Parce que, tu vois, les gens, c'est aussi ça, c'est de Mmh. dire: «Ah oui, mais c'est plus rentable d'investir dans l'immobilier aujourd'hui parce que l'argent est trop cher». Non, il faut investir différemment. Il faut aller chercher d'autres types de biens, d'autres types, peut-être, ça va servir d'autres types de stratégies qui sont certainement plus long terme, et c'est pour ça que l'immobilier, il y a de l'inertie, c'est de la patience. Et effectivement, le rentier sous Pôle emploi, sous perfusion Pôle emploi, il pourra plus faire ce qu'il a fait, Mmh, mmh avec mh. un taux à 1 ou 1,5%, ça c'est certain. Mais je pense que oui, il y a encore, gros Bah, de potentiel. toute façon, c'est une question de curseur, comme tu le disais si bien. En fait, tu vas prendre un taux plus élevé, mais du coup, tu vas peut-être avoir plus de négo sur le prix des biens Mmh. et voilà, après tu t'y retrouves de toute manière. Négo, exploitation différente, type de ville différent, apport Mmh. un peu plus important. Mais si tu crois en ton projet, a priori, tu as pas de problème à mettre ton argent dedans. Et la banque, c'est ce qu'elle demande aussi, en Mmh. général. Mmh Quand elle mh. te demande de l'apport, c'est pour couvrir une partie du risque avec elle, pour pas qu'elle prenne 100 ou 100, voire 110 du risque. Donc, moi, tout ça, ça me semble cohérent, mais quand tu as des rêves un peu irréalistes, forcément, ça l'est moins, quoi. Très clair. Pour bien réussir un projet, il faut aussi bien être entouré. Mmh. Selon le coup, toi, c'est quoi les acteurs avec qui il faut être bien et qu'il faut bien choisir, du coup? Bah, bon, il y a forcément se créer un réseau sur le sourcing, ça c'est important parce que Ouais. honnêtement, sans argent immobilier, c'est impossible d'investir massivement dans l'IMO parce que tu peux pas nouer de lien avec un particulier qui vend un bien tous les 10-15 ans, ça n'existe pas. C'est pas Voilà, je connais pas des particuliers qui vendent des biens tous les ans, quoi, et qui peuvent t'amener du business. Hem, donc créer, vraiment un réseau là-dessus. Honnêtement, alors je le vois, hein, dans les formations, tout le monde le dit, enfin là, on réinvente pas la roue, hein, tout le monde dit la même chose, au niveau du réseau, et cetera. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, en ayant Artae et en ayant des collaborateurs qui font ça toute la journée, et où on a vraiment un réseau très, très solide, hem, quand tu es particulier, c'est quand même assez dur de se créer un vrai réseau. Parce que tu as pas assez de volume d'achat.
Non, c'est clair. Donc, alors que tu vois, une entreprise comme la nôtre, quand on mutualise le volume, on fait peut-être, nos clients, en cumulé, on fait entre 120 et 150 achats par an. Bah, du coup, tu te dis, alors c'est dans plusieurs régions, mais par exemple, en région toulousaine, on va peut-être faire, 80 à 100, acquisitions par an. Forcément, un agent, il a compris ça, hein. Mmh. Dès qu'il a un bien, il va t'appeler à toi, hein. Il sait que toi, tu vas adresser 30 ou 35 clients derrière qui font la queue et que lui, il va devoir se taper, des fiches sur son CRM. «Oui, bonjour, vous êtes toujours en recherche? Allô, qui vous êtes? Non, ça fait 6 mois que j'ai trouvé». Enfin, tu vois, c'est un peu, Bien sûr. voilà. Donc c'est difficile. En fait, oui, c'est un conseil et que je donne aussi, mais il faut pas se voiler la face, c'est très difficile. Voilà. Déjà d'être pris au sérieux. Moi, je me suis heurté à ça au début, c'est être pris au sérieux. Mmh. Tu vois, j'étais jeune, tu fais une offre, Tu qui? Tu tu en qui? face de gens qui payent cash, tu es en face parce que bon, il faut pas croire, mais il y a quand même pas mal d'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui Mmh. payent cash des gros projets aussi. Tu qui? Tu quoi? Le financement, le machin? Ouais, bof, pas de feeling, allez, on y va pas, je sais pas, tu vois? Moi, je suis sûr qu'il y a des fois, j'ai fait des offres, ça n'a jamais été présenté, j'en suis certain, Mmh. tu vois? Donc déjà, souvent, je dis aux gens, avant de faire une négo et de se penser, parce que tu as vu sur une formation que, ouais, vas-y, il fallait fracasser, parce qu'il y a du simple arbitrage, non mais tu Ouais. vois? Enfin, je dirais que ton Faut DPE, il est temporiser. en E. Déjà, je te dis, tu achètes un studio en centre-ville d'une grosse ville, le DPE en E, ça vaut pas moins cher qu'un DPE en D, hein. Mmh. Parce que le produit, il y en a quasiment pas, donc tout le monde se l'arrache. Ouais. Donc je pense que des fois, souvent, les gens n'ont pas la notion de tu as déjà de la chance d'avoir accès à ce bien. Ensuite, tu as déjà la chance que ton offre soit que tu puisses visiter, que ton offre soit considérée et que ton offre soit acceptée, même si elle est au prix. Et les gens souvent veulent tout. Mmh. Ils se disent: «Ouais, mais si tu négocies pas, c'est pas une bonne affaire». Mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Oui, il y a des biens, faut pas être trop hésiter et pas trop Voilà. négocier parce qu'ils sont déjà, Des gens une qui anomalie de marché parfois Bah qui fait oui, que et puis les gens qui te disent ça, ça veut dire que s'ils vont dans un magasin, si c'est pas discounté, ils achètent pas. mmh, C'est ridicule. Tu as besoin de dentifrice, même s'il y a pas une remise, tu vas l'acheter quand même parce que tu en as besoin, en fait. bien sûr. Et ça sert ton besoin, enfin, tu vois? Mais, j'aimais bien pour, peut-être, donner un conseil pragmatique plutôt particulier. Tu as raison, hein, il faut les pros, ils se battent pas avec les mêmes armes, mais toi, petit particulier qui commence, je trouve intéressant de se dire, en fait, faut nourrir une relation. C'est pas Mmh. que, tu y vas, la toquer quand que tu as besoin de quelque chose et puis, Eh oui, le reste de l'année, tu viens pas la voir, quoi. Donc, oui. je trouve que c'est intéressant de se dire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de moyens, je trouve, de réseaux, comment on appelle ça? Job dating, des choses comme ça, enfin de réseaux qui permettent Ouais. des rencontres à l'année et de aussi de te mettre en position, c'est: «Qu'est-ce que moi j'ai à offrir dans ma situation?» Et en fait, on trouve toujours des choses à offrir, hein, Mmh mh. du temps, des connaissances, «Ah oui, bah, moi j'ai un oncle, j'ai voilà, je peux te mettre en relation». Et finalement, peut-être se mettre en position: «Qu'est-ce que j'ai à offrir?» avant de réclamer Ouais. et puis de se poser la question plus souvent pour nourrir la relation, quoi. Oui. Il y Donner a des tu vois nouvelles et cetera. tu as tout à fait raison. Je pense que c'est toujours une relation gagnant-gagnant dans un partenariat, surtout si c'est une vision long terme. Et bon, moi, je conseille à tous les gens de travailler vision long terme parce que les opportunistes et les one-shotters, Mmh. ça marche pas. Ouais. Par contre, ce qu'il faut aussi, c'est, se mettre à la place de l'agent et dire: «Pourquoi l'agent me considérerait à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre?» Parce que je suis sérieux, parce que je vais lui dire que je vais acheter pendant des années et qu'il peut compter sur moi pendant des années, parce que, je suis solide, financièrement parlant, Mmh. parce que j'ai pas de problème à mettre plus d'apport s'il faut mettre plus d'apport parce que l'acheteur le demande, et même si je le fais pas in fine, mais Mmh. il faut que je prenne le risque. Moi, j'ai acheté plein de fois sans condition suspensive. Je peux te dire que j'étais pas serein, mais c'était mon seul moyen d'accéder au bien, Ouais. tu vois? Et je me suis démerdé parce que quand tu es au pied du mur, tu as pas le choix. Ma femme me disait tout le temps: «Mais comment on va faire pour financer ça? Comment on va faire?» Je lui dis: «T'inquiète, laisse-moi faire». Je voulais pas trop qu'elle s'en mêle là-dedans, mais: «T'inquiète, laisse-moi faire». Et on y est arrivé, tu vois? Et à chaque fois, on a scalé comme ça en se disant: «OK, bah, tu prends le risque». Et je pense qu'il y a aussi dans ce monde-là de l'investissement, des gens qui veulent faire de l'investissement, mais sans prendre de risque, et ça n'existe pas. C'est pas possible. Ouais, c'est les bonnes affaires, tu payes le risque Tu veux pas forcément. prendre de risque, tu mets ton argent sur un livret A, tu prends pas de risque. Mais tu prends aussi le risque que ça serve à rien. Enfin, tu vois? Clairement, Voilà, je te rejoins donc carrément. Ça roule donc juste pour reprendre la question, sur les intermédiaires, donc tu parles de l'agent IMO, mais forcément le banquier, banquier, c'est important. le notaire, tu le citais aussi? Ouais, alors banquier, c'est important parce que, bah, sans le financement, on l'a vu, hein, mon acheter cash qui n'a aucun sens en dehors d'une stratégie particulière. Heu, banquier, c'est évident, il faut en avoir plusieurs. Mmh. Mais vraiment, faut en avoir plusieurs, je conseille, parce que un banquier, il va avoir souvent, un montant maximum qu'il peut vous prêter sur votre tête par rapport à votre profil, votre endettement, votre garantie, votre patrimoine, et cetera.
et le banquier d'à côté dans une autre banque, bah, lui va avoir la même chose, la même latitude. Yes. Au-delà des critères HCSF, tout ça, et bon, je veux pas forcément rentrer, je pense que tu vas le traiter dans le podcast plusieurs fois. Au-delà de ça, ce qu'il va regarder, c'est surtout la constitution du patrimoine et l'intérêt commercial qu'il va y avoir de l'autre côté. Donc là, je parle pas forcément pour les gens qui se lancent où il y a pas de patrimoine, parce que franchement, s'il y a pas de patrimoine, c'est critère HCSF uniquement, en fait. Mmh. Malheureusement, c'est ça, hein. Ça va être le revenu, le taux d'endettement, et voilà. Et si tu es OK pour acheter 2 cartes bleues et ouvrir un livret et prendre un téléphone et une alarme, mais ça fait beaucoup déjà, donc il faut y OK. aller petit à petit. Mais après, dès que tu commences à avoir un peu de patrimoine, bah, c'est quoi finalement ton ratio patrimonial, donc c'est-à-dire ton pourcentage de dette sur ta valeur patrimoniale globale, brute, c'est-à-dire si tu revends tout, bah, combien il te reste en gros. Et si tu as une défaillance sur un crédit donné sur un bien, bah, est-ce que la marge hypothécaire peut payer justement, donc la marge hypothécaire, c'est la différence justement entre tes biens et les hypothèques que tu as, donc en fait les prêts, euh, si ça peut rembourser la banque. Parce que la banque, ce qu'elle fait aussi, c'est couvrir son risque au-delà de que tu t'enrichisses toi, en fait. Mmh. Tu vois, c'est d'ailleurs principalement son objectif premier. Dans ton livre, c'est le chapitre qui s'appelle «La multibancarisation», c'est ça? Tu Ouais, utilises ce terme-là? ouais. Et ouais, je trouve, enfin, moi, c'est un des chapitres qui m'a le plus intéressé parce que j'ai vraiment appris là-dessus. Et effectivement, tu as un tableau qui est très bien fait sur, en fait, tu classes les banques par groupe et tu dis, bah, si tu as déjà tapé sur une banque de ce groupe-là, ça sert peut-être à rien de retourner sur le Ouais. même groupe. Et par contre, tu présentes du coup les différents groupes. Mmh. Ce que tu as dit, c'est important, parce qu'il y a des agences qui ont accordé plus de latitude, que certaines sont régionalisées. Oui. Et après, tu as un deuxième tableau du coup qui est lié et qu'il faut croiser avec tout ce qui est garantie. Oui. Bah, c'est ça. Déjà, banque régionale, tu l'as dit, c'est vrai, je le répète souvent, c'est important. Banques régionales vont prêter beaucoup plus facilement de l'argent à des gens que des banques nationales. Banque nationale, ça va être BNP, Société Générale, par exemple, Caisse LCL, d'épargne, etc. notamment. Voilà. Non, Caisse d'épargne en fait ouais, partie. non, et par contre, banque régionale, ça va être Caisse d'épargne. Ouais, ok. Donc, groupe BPCE, Caisse d'épargne Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, qui est le même groupe aussi. Par exemple, ce sont des banques régionales. Ça veut dire que par exemple, dans notre région à nous, tu vas avoir Crédit Agricole 31, qui est tout le Crédit Agricole de la région toulousaine, on va dire, et c'est une banque à part, d'accord, qui est différente du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées ou Crédit Agricole vers chez toi à Rouen qui va Ouais. s'appeler autrement. Mmh. Voilà, tu vas avoir Crédit Agricole, je sais pas, à Bretagne, tu vas avoir Crédit Agricole machin, tu vas avoir plein de trucs comme ça partout en France, en fait. Ok. Et ce sont des banques qui vont avoir des encours totalement décorrélés, parce qu'elles ont leur propre direction, et cetera. Comme le CIC, tu as CIC Sud-Ouest, CIC ailleurs, et cetera. Donc ça, c'est plus facile, parce que ce sont des gens, souvent, en tant que directeur d'agence ou même conseiller, qui ont des délégations de pouvoir beaucoup plus importantes en agence. Ouais. Donc la banque va déléguer la décision en agence, et ça veut dire qu'un conseiller va pouvoir te dire, va pouvoir te donner, ou un minimum un directeur d'agence, un oui ferme jusqu'à hauteur de temps si jamais tu coches tous les critères. Mmh. Donc déjà, ça veut dire que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de passer en comité, etc. Mais bon, ça va rassurer personne, mais moi, je passe toujours en comité sur mes dossiers maintenant, hein. Enfin, tout le Mmh. temps, hein, depuis des années, hein. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu pas un mec qui peut prendre le risque de te prêter de l'argent Oui. quand tu as des millions d'euros de dettes, c'est impossible. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, C'est de plus en plus verrouillé, mais voilà. à la fois, j'entends beaucoup, je crois que tu en parles aussi dans ton livre, mais c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est que, bah, il y a quand même le côté, tu tombes sur la bonne personne et tu trouves aussi la bonne personne. Ah bah, c'est obligatoire, Dans la banque, il faut savoir à quel interlocuteur tu obligatoire. dois avoir affaire, en fait, je pense. C'est obligatoire, et le problème de ça sur les banques, de réseau traditionnelles, c'est que les interlocuteurs changent souvent. Mmh. Tu vois? C'est C'est vrai. c'est pas le cas dans la banque privée, mais dans la banque de réseau traditionnel, bah, du coup, ça change souvent, et tu dois tout recommencer, Mmh. souvent, tu vois? Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur des directeurs d'agence à chaque fois qui ont pris le relais et qui étaient vraiment top, heu, jusqu'à ce qu'on me dise, stop au bout d'un moment, et que je doive vraiment, tu vois, aller rechercher, une nouvelle banque. Et là, c'est compliqué quand tu vas rechercher une nouvelle banque, Ouais. de tout revendre, de rassurer sur, tes 15 dernières années, tu vois? Voilà. Moi, je leur dis: «Mais contactez les anciens directeurs, voilà, qui sont dans notre banque et tout ça». Enfin, moi, je suis hyper transparent. Allez-y, quoi, il y a pas de sujet. Et je reviens sur le tableau, il y a les banques et les groupes auxquels elles appartiennent, c'est important, mais il y a les organismes de caution, effectivement. Les organismes de caution, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va garantir la banque, en cas de défaillance de ton prêt. Donc tu payes pas ton prêt,
La banque va dire: «Bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'aller hypothéquer le bien, j'ai pas envie d'aller me taper la vente du bien aux enchères et cetera. J'ai pas envie d'assigner mon client pour, récupérer tout ça. Donc je vais faire appel à un organisme de caution qui va, elle, se débrouiller avec toute cette paperasse avec le client, qui va taper sur tout son patrimoine et pas uniquement comme une hypothèque d'ailleurs du bien, parce qu'il y a pas d'hypothèque sur le bien. Elle prend la garantie sur tout ton patrimoine et voilà, je suis sûr qu'au moins, en tant que banque, si j'ai une défaillance de la part de mon client, l'organisme de caution me rembourse de suite et il se démerde après. C'est le principe d'une assurance, Mmh. hein, en général. Et ces organismes de caution, il y en a un qui travaille avec quasiment toutes les banques qui s'appelle Crédit Logement et il y en a d'autres qui sont relatifs vraiment à chaque groupe bancaire. Donc, tu vas avoir la CAMCA pour le Crédit Agricole, tu vas avoir la SACEF pour groupe BPCE, tu vas avoir CMCIC, il travaille plutôt avec Crédit Logement en général. Voilà, tu vas en avoir plusieurs organismes de caution. Et ce qui est sûr, c'est que les cautions, enfin, tes dossiers, ils vont remonter, ils vont passer par la moulinette. Enfin, je parle pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'encours, tu vois. Tu es en Mmh. dessous de 800 000 € d'encours, en général, ça va passer par un organisme de caution. Donc, si tu fais une demande de prêt à la Banque Populaire qui va utiliser la SACEF et que derrière tu fais une demande de prêt à la caisse d'épargne, effectivement, eux, ils vont avoir des encours, la caisse d'épargne va avoir un encours libre pour toi parce qu'ils t'auront jamais prêté d'argent. Par contre, la SACEF, elle aura déjà garanti un prêt. Donc, ça veut dire que son risque, elle le connaît déjà. Mmh. Donc, moi, je conseillerais d'aller plutôt voir une banque de notre groupe qui utilise un autre organisme de cautionnement. Ça ne veut pas dire, le but, c'est pas de cacher les choses, hein. Je suis pas en train Mmh. de dire ça. Je suis en train de dire que c'est une question juste de risque sur une même tête par une seule entité. Mmh. Voilà. Et pour clôturer sur ce sujet-là, toi, tu penses que ça marche toujours cette histoire de j'ai plusieurs offres, enfin, je fais plusieurs promesses que je signe et je vais voir différentes, entités bancaires et ça peut encore, se faire? Joker. Tu ne t'avanceras pas là-dessus. OK, non, mais parce que c'est en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui me parlent de ça, la doublette, triplette, C'est quadruplette. dangereux. Je pense que c'est C'est dangereux. risqué et c'est pas illégal, mais c'est pas toléré trop par les banques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à scaler, sont passés par là quand même. Ouais, je comprends, mais Recommandable. c'est pas recommandable, voilà. Ça marche. Mais écoute, ça très cool. Il y a beaucoup aussi des étudiants qui nous écoutent, de plus en plus. Est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait, voilà, à 20 ans, 22 ans, investir, j'ai fait un effort sur ce que mes différentes sources de revenus, sur mes aides, j'arrive à mettre de côté 100-200 balles que je peux investir. Est-ce que tu penses que c'est possible pour l'immobilier? Ou ça Tout c'est just, tu conseillerais d'attendre la fin des tout études et tout cetera? va dépendre de la finançabilité, en fait, et du critère bancaire. Parce que si on par exemple, un alternant, parce qu'un étudiant sans revenu, en général, c'est compliqué. Bon, après, oui, tu as toujours le formateur qui va dire: «Tu prends un prêt étudiant» et tout ça, mais Mmh. franchement, prendre un prêt étudiant pour investir dans l'IMO, c'est vraiment avoir une bonne visibilité sur son avenir et savoir que tu vas pas avoir besoin d'argent, pour, tes études dans le futur ou pour, t'installer ou voilà. Bon, moi, je reste mitigé là-dessus. OK. Après je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi, Mmh. tu vois? Mais pour moi. Mais après le conseiller à des jeunes, je trouve que c'est un peu bancal. Par contre, aller emprunter avec, un taux, sur 25 ans, qui va être, tu vois, intéressant et une durée plus longue aussi, parce que le problème du prêt étudiant, c'est qu'au bout d'un moment, tu as le couperet, tu dois vraiment quand même, le rembourser beaucoup plus vite qu'une dette, étalée sur 25 ans. À partir du moment où la banque prête, donc il faut avoir un revenu, donc il faut souvent être alternant. Oui, il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. Surtout que souvent on dit la question, et d'ailleurs je trouve ça aberrant, non pas aberrant, mais on dirait GMK qui dit aberrant tout le temps. Mmh. Non, je trouve ça un peu surprenant que cette question soit toujours posée: «Est-ce que je dois acheter ma résidence principale ou mon investissement locatif?» Dépend de ta situation, de Bah ce que ouais. tu as envie de faire. Ben oui, je sais pas, Mmh. tu posé, t'es avec ta meuf depuis 5 ans et tu sais que tu vas faire ta vie avec elle et vous avez prévu d'avoir un enfant, la question se pose pas, vous achetez une résidence principale, Ah, tu vois? poser, mais tu peux avoir des Non problèmes mais derrière, quoi. ouais, ouais, mais par contre, tu sais pas ce que va être ta vie pendant les 5 prochaines Mmh. années, tu sais pas si tu vas rester dans cette ville, tu sais pas, mais achète du locatif. Ne va pas te mettre des menottes avec une résidence principale. Parce que le risque de la résidence principale, c'est de devoir subir le momentum de revente, donc subir l'actualité du prix à ce moment-là et donc sûrement peut-être des fois perdre de l'argent parce que même si sur l'immobilier tu perds pas d'argent à long terme, il y a des Il y a moments, des cycles. isolés, avec des cycles. Si tu es en bas du cycle, tu peux perdre de l'argent. Moi, c'est le cas sur ma résidence principale actuellement. Je n'ai pas vendu parce que je perdais trop d'argent. Mais j'ai la même chose. Voilà, bah, Petit point des points liés avec ma maison. eh ouais. Donc, si quelqu'un qui recherche du côté d'Oran une belle demeure, les DM sont ouverts.
Mais non, je suis comme toi. Donc très clair pour les étudiants, tu es alternant, bah, forcément, tu as un salaire mensuel, Mmh. une capacité d'aller chercher un emprunt, donc fonce. Par contre, bah, tu es étudiant sans revenu, on va dire, régulier, enfin autre que Ouais, les aides, ça, si tu montres peut-être un peu de capacité, peut-être épargner, prendre un apport pour reculer un peu l'investissement oui. ou trouver d'autres Et dès que tu as un solutions boulot, d'investissement. voilà, dès que tu as un boulot, tu peux être finançable. Voilà. Très clair. OK, le temps s'égrène vite, et je vais, te poser encore alors il y a une dernière question qui me tient à cœur parce que tu joues à domicile et après je te propose des questions un peu, bonus, fun fact plus sur toi. La dernière question, de l'interview, c'est plutôt sur, Toulouse. Toi, tu connais très bien Ah oui. et est-ce que tu peux peut-être nous parler de Toulouse, les quartiers où il faut investir, voilà? Est-ce que tu as une petite, recette à nous donner là sur Toulouse? Pour Ouais, ceux qui connaissent pas et qui auraient envie, ouais, bien sûr, ça attirerait? bien sûr. Alors, ça, c'est juste pas toujours pareil, ça dépend des moyens, ça dépend de ce qu'on recherche, voilà. Mais au-delà de Toulouse, je crois que dans chaque grande ville de France, tu tires un rayon 1 heure et demie autour, tu peux répondre à toutes les stratégies. Ouais. Et c'est universel, plus tu t'éloignes d'un centre-ville, dans tous les pays, moins c'est cher, mais plus la qualité des locataires se dégrade, en général. Oui, il y a des exceptions et chacun va en avoir, qui nous écoute et moi aussi j'en ai plein à vous raconter, mais encore une fois, au niveau probabilité statistique, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Toulouse, c'est troisième ville de France aujourd'hui, devant Lyon. Les gens vont être surpris parce qu'en fait, ils s'attendent pas à ce que Toulouse soit une si grosse ville. Oui. Parce que pourquoi? Parce que les Parisiens connaissent pas Toulouse. En fait, ils connaissent Bordeaux, parce qu'il y a Mmh. le TGV. C'est Donc vrai que c'est voilà. c'est Ils connaissent le sud-est parce qu'il y a la Côte d'Azur, il y a le truc, il y a Nice, il y a machin et cetera. Nice qui est une très grande ville d'ailleurs, qui est la 5e ville de France. Mais voilà, et ils connaissent, ouais, quand ils vont à la mer et cetera. Mais à Toulouse, il y a pas la mer, mmh. il y a pas la montagne. Mais on n'est pas loin de la mer, pas loin de la montagne, pas loin de l'océan. Et, et on est dans le sud-ouest, donc il fait bon vivre. Franchement, il y a une bonne qualité de vie, et cetera. Et en général, il y a beaucoup d'étudiants. Et les étudiants, souvent, restent à Toulouse après leurs études parce que c'est une ville où, bah, qu'ils apprécient quand ils la découvrent pendant leurs études. Ce qui n'est pas le cas quand tu vas faire tes études à Saint-Étienne, on est d'accord, tu vois. Mmh. En général, tu restes pas habité à Saint-Étienne une fois que tu as fait tes études et tu restes même pas juillet-août parce que l'été, il se passe pas grand-chose, tu vois. OK. Donc, il y a un vrai attrait des étudiants. Désolé pour les Stéphanois. Il y a un vrai attrait. Ça fera des copains. Il y a un vrai. Non, mais parce que c'est souvent une ville qu'on a pris un exemple parce que c'était ouais, c'est pas cher, il faut investir là-bas et tout. Ouais. En général, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison, hein. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est que l'attractivité économique, c'est pas non plus phénoménal. Si tu as que des cadres qui font 5 000 ou 6 000 balles par mois, en général, c'est cher hein, parce qu'il y a une guéguerre des prix, donc les prix augmentent naturellement. Donc ça va avec. Euh, Toulouse, hyper centre. Triangle d'or, et cetera. C'est là où moi j'ai commencé à investir et c'est là-dessus que j'ai basé ma stratégie sur du patrimonial, sur des biens comme ça. D'ailleurs, ce bien, bah, là, je l'ai revendu ici, là où on est, mais j'avais acheté les murs, j'avais le studio, et cetera. Donc j'ai tout revendu là à un Julien qui exploite bien mieux que moi le studio et franchement, j'en suis super content parce que je lui dis, si je te le vends, c'est pour qu'aussi que tu développes vachement bien ce studio. Donc je suis très content, c'est le cas. Euh, donc patrimonial, il y a des quartiers très intéressants. Là, on est dans le quartier Saint-Étienne. Tu vois, c'est con, ça s'appelle pareil que chez les Stéphanois, mais Mmh. c'est quartier Saint-Étienne, mais Ce qui qui est le plus marche, haut, qui est le plus haut de gamme de Toulouse. Donc investir dans le quartier Saint-Étienne à Toulouse, oui. Après, on a le quartier des Carmes, on a le quartier Esquirol, Capitole, qui ont vraiment un triangle d'or. d'accord. Voilà, donc là, c'est prix au mètre carré, Pour du 6 000, patrimonial, ça 7 va. 000 euros du mètre carré, rénové. Patrimonial, rendement brut 5% à peu près. Ok. Ce qui est pas mal pour, du patrimonial. Ouais, ouais, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Donc, tu es à 4% net. Nous, sur nos projets, tout délégué, on est à peu près à 4% net, Trop bien. hors gestion locative. Voilà, après, si tu délègues, tu perds un Mmh, peu, mmh gestion mh. locative, voilà. En déléguant tout ton projet. Ensuite, on va être sur des hypercentres un peu plus élargis, centre-ville élargi. Il y a une troisième ligne de métro qui est en train de se créer. Il y a des places à prendre là-dessus. Parce que ça aussi, c'est un biais assez. C'est un travers de l'être humain et notamment du français. C'est pas le cas des Américains, par exemple, mais du français qui va dire ouais, enfin, le métro, bon, pour l'instant, il est pas là. Mmh. Ouais, OK, sauf que quand il va être là, il va dire: «Putain, si j'avais su, j'aurais dû investir là». Mais tu le savais. En fait, Mmh. le métro, ça fait 10 ans que tu sais qu'il va y avoir un métro, donc Tu tu sais vois? pas quand, mais tu sais qu'il va Et arriver. tu peux pas dire: «Si j'avais su». Bien sûr que tu le savais, tout le monde le sait à Toulouse qu'il y a le métro et les travaux sont déjà commencés depuis 2 ans, donc enfin, tu vois? Bien sûr que ça va arriver. La ville va pas abandonner le projet Mmh. et les gens sont pas prêts à prendre ce petit risque, tu vois? Donc nous, on invite par exemple, on invite On nos revient, clients à dire patience, ton mot du début. ben ouais, patience et puis surtout, sois prêt à payer peut-être aujourd'hui, 2-3 % plus cher Mmh. parce que tu sais que demain ça vaudra plus 20 plutôt que de te dire: «Bah non, je veux être sûr que ça prendra plus 20 donc j'achèterai à plus 20 demain». C'est ridicule. Et pourtant tous les gens font comme ça, en général. Donc il y a ces zones-là qui sont intéressantes
Et puis après, il y a les villes autour. Donc pas les villes périphériques qui sont des villes dortoirs, qui sont très compliquées à avoir un rendement parce que tu vas loger des familles en général. Et une famille, c'est jamais rentable sur un investissement immobilier, souvent, parce que ça va nécessiter une trop grande surface, des maisons, des choses comme ça. Et à moins d'être... enfin, en tout cas, à Toulouse, la maison, c'est pas un produit sur lequel il faut investir. Plus petite surface et petite Tu vas dans le surface. sud de l'île, le bassin minier, etc., où on est aussi, où on accompagne nos clients, tu peux trouver des maisons à 50 000 € et que ça fonctionne. Voilà. Bah, généralement, je remarque que proportionnellement, quand tu as des prix au mètre carré élevé, tu ne le rattrapes pas sur le prix des loyers, quoi. Non, Donc, non. et autant ça sert à rien d'avoir 4 mètres Et il carrés faut en plus si voilà. ton loyer reste le même, quoi. Exactement, il faut maximiser la surface. Et souvent d'ailleurs, moi c'est un travers que j'avais pas, mais je vois que la plupart des gens l'ont. Sur un studio par exemple, en hypercentre, moi j'ai acheté beaucoup de studios en hypercentre. Les gens disaient ouais mais quand même le prix au mètre carré. Moi j'ai revendu 8 300 € du mètre carré des trucs, le prix au mètre carré. Ouais mais je disais en fait t'achètes 4 mètres carrés de moins, donc tu vas payer pareil le prix au mètre carré. Oui. Par contre tu vas louer le même prix et tu l'auras payé peut-être 24 000 ou 25 000 € de moins, tu vois. Si tu t'assures de bien le revendre, tu n'as pas de vacances locatives. Et en fait, j'ai toujours eu du mal et sûrement à tort parce que j'ai l'impression d'être le seul un peu, quand j'en parle. Moi, je n'ai jamais acheté des mètres carrés et je n'ai jamais regardé le prix au mètre carré quand j'ai acheté, jamais. J'ai regardé un ensemble de loyer, j'ai regardé un ensemble de charges et j'ai regardé un ensemble de coûts au départ. Et tout cet ensemble-là, d'ailleurs sur nos simulations, tableaux de simulation, il n'y a jamais un coût au mètre carré. Mmh. Je ne vois pas l'intérêt de calculer un coût au mètre carré. Surtout que les gens vont faire quoi? Regarde, ils vont prendre le prix au mètre carré d'un bien, ils vont aller sur Meilleur Agent, ils vont dire: «Oh mais c'est 2 fois plus cher que ce qui est marqué sur Meilleur Agent». De toute façon, un mètre carré ne vaut pas un autre mètre Mais carré. non! Donc, Mais sur Meilleur Agent, tu vas avoir les quartiers chauds où les voitures brûlent, tous les 31 décembre, et où personne n'a envie d'acheter, faire un investissement locatif et où tu es à 1 000 € du mètre carré dans Toulouse, versus des quartiers où tu es à 7 000, versus des quartiers où tu es à 2 000, à 3 000, et puis etc. des fois, une rue Des près, maisons, des apparts, enfin, tu vois? c'est pas la même Et une rue près, ça. etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce travers. Et donc dans Toulouse, après, tu as des villes moyennes. Moi, j'ai beaucoup investi sur Montauban, je le cache pas, tu vois? Il y a des gens qui me disent: «Ouais, arrête de parler de ça, ça va faire augmenter les prix». Ça va, je suis pas Donald Trump, hein, enfin, Ici, quoi. non, mais tu vois, je peux j'ai pas l'aura de Musk pour faire augmenter, une crypto, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Calme-toi, hein, on est que des petits investisseurs. Donc non, je me rappelle sur Instagram, je me disais: «Ouais, j'investis à Montauban et tout ça». Mais des gens qui investissaient à Montauban me disaient: «Mais arrête de parler de Montauban». Mais tu crois quoi? Enfin, C'est c'est ça. pas, je veux dire même un Christopher Wangen ou un truc comme ça, et sur des petits villages, peut-être qu'ils ont le pouvoir de faire ça, tu vois? Mais sur une ville de 65 000 habitants, Mmh. ils nous ont pas attendus pour vendre des biens immobiliers, hein. C'est clair. Donc il y a ça, il y a des villes intéressantes comme Albi, qui est une très belle ville, dans le Tarn. Il y a aussi après, des villes, moi où on va un peu moins, mais où les investisseurs vont, sur Carcassonne, qui est une ville médiévale intéressante au niveau touristique. Puis après quand tu remontes, sur l'axe Bordeaux, tu peux avoir Agen qui est intéressant aussi. Super. Voilà, Bah, quelques villes écoute, comme en ça. tout cas, on se note tout ça. Il y a plein de Ouais. villes, il y a plein de coins intéressés, dans lesquels investir ici. Peut-être avant d'attaquer les fun facts, justement, est-ce que tu peux nous parler de toi, de l'actualité Artae? Est-ce que tu as envie Ouais. d'évoquer des choses? Artae, donc on a démarré à Toulouse, comme je le disais. On a ouvert après, quand je parle d'une ville, hein, sur Artae, c'est 1 heure et demie autour. Donc c'est-à-dire quand on est à Toulouse, on peut faire des projets 1 heure et demie autour de Toulouse à peu près. Ça marche? Donc tu vois, on fait des projets à Cahors, dans le Lot et tout ça, par exemple. Comme je disais, à Carcassonne et compagnie. Là, on vient tout juste d'ouvrir Lille. Donc Lille et sud de Lille. Donc Arras, Douai, Lens et Lille aussi, Douai, j'ai vécu, Lille ouais. aussi centre Ouais. historique. Tu as vécu? Ouais. Ouais? À Douai? Ouais. Ah ouais, trop cool. OK. Oh, trop cool, je sais Ah pas. ouais. Je sais Non pas, mais mais non mais je que tu préfère connaisses, pour le coup. mais Arras ouais, Arras est assez, pour le coup, intéressant sur un projet un peu hybride où ça reste à la fois un peu patrimonial et à la fois tu peux avoir des rendements qui sont corrects, versus Lens où c'est pour le coup, c'est vraiment très cash flow, par exemple, et ça va être, un peu plus vision court terme, quoi, mais tu vas pas faire du bif en plus-value latente. Ouais, c'est ça, c'est un peu je pense que tu auras plus de plaisir à te balader à Arras. Après, Douai, ça peut être Ouais. un pari, voilà, plus pour l'avenir. Parce que Voilà. c'est vrai que Ouais. ces dernières années, c'est un peu en Ouais. décrépitude avec le centre-ville et tout ça, mais Ouais. ça sera Mais bien. voilà, en fait, c'est pour ça que quand je te dis, quand on est dans une ville, on veut répondre à toutes les stratégies. Donc, tu as des gens qui vont capitaliser sur Douai parce que ça va, ils vont y croire. D'autres, ça va être Arras pour le côté un peu plus sécurisant. D'autres, ça va être Lille hypercentre, encadrement des loyers et rendement à 3%, et Mmh, voilà. mmh, mmh. Et d'autres, ça va être Lens parce qu'ils veulent du cash flow à gogo et qui s'en foutent de l'école de locataires qui mettent à l'intérieur. Tu vois, ça va être à peu près ça. On ouvre Reims en novembre. On est à 3. On est à Lyon. On vient d'ouvrir Annecy et toute la région frontalière. On ouvre aussi Nantes cette semaine. Vous Donc avez Nantes, un Angers, beau maillage Cholet. du territoire, là, du Ouais, coup, ouais. Mmh. Nantes, Angers, Cholet. On ferme Bordeaux, D'accord. heu,
parce que Bordeaux, on fait des projets étudiants à Pessac, à Talence, et cetera, mais on fait que ça et en fait, c'est délicat de faire des projets dans Bordeaux, tu vois? C'est assez cher, les loyers suivent pas Mmh. forcément, il y a des trucs voilà, donc on va se concentrer sur des choses où on maîtrise, où on a un plus gros volume pour aller chercher des plus gros deals et tout ça. On est au Portugal, Porto principalement, un peu l'Algarve et donc là au Canada aussi, mais le Canada parce que j'y suis donc bon, bah, l'idée c'est que moi je puisse un peu reprendre du service sur le terrain pour accompagner des gens. Moi-même je vais investir aussi, là-bas, mais le Canada je mets une parenthèse parce que il faut être soit canadien, soit résident permanent sur place pour pouvoir investir. Donc en fait ça limite, c'est que des gens qui habitent déjà là-bas que je peux accompagner, mais pas des étrangers. OK, Voilà. très clair. Et développement, donc on est une vingtaine aujourd'hui, on se développe, pas mal et on a aussi, toute une entité qui gère la partie travaux. On ne facture pas les travaux, mais on gère toute la partie travaux, toute l'architecture d'intérieur et on a aussi une marque de cuisine qui s'appelle Artail Intérieur, qu'on met dans les projets, de nos clients et nos propres projets évidemment, qui sont des cuisines à peu près 20 plus chères que Leroy Merlin ou Ikea, Ouais, ils sont mais beaux les projets, mais enfin qui un stage. sont voilà, qui sont franchement, et puis surtout la qualité, ça n'a rien à voir avec un Ikea, ça bouge pas quoi. Mmh. Ça arrive monté, donc déjà en termes de pause, tu pas à te taper une après-midi de notice IKEA, voire Où il plus, manque, voire plus. attaqué, Voilà, où il manque un truc, où tu as foiré parce qu'en fait, c'est des espèces de mélaminés dégueulasses leurs meubles, donc en fait, quand tu appuies un peu trop fort sur la visseuse, tu as fracassé le pas de vis et tu mort. Mmh. Voilà, donc tout ça, tu l'évites. Et on lance là, au début de l'année, une entité aussi de courtage en financement spécialisée D'accord. dans l'investissement locatif parce qu'on trouve que nos clients sont assez mal accompagnés sur ce volet-là, Ouais. dans le sens où un courtier en financement, il fait souvent plus de résidences principales que de locatif forcément, parce que ça va avec les statistiques du marché. Et que nous, en fait, on perd un peu le lien avec le client pendant ce temps-là. Et que nous, notre volonté chez Artae, c'est de proposer tous les services dont un client peut avoir besoin sur la chaîne d'un investissement immobilier locatif, sans tout lui vendre, mais qu'il puisse, lui, choisir le service dont il a besoin pour répondre à son besoin. Voilà. Ouais, donc c'est effectivement, ça fait un package bien global avec un accompagnement bien global. Donc, si toi aussi tu veux investir et du coup tu veux le faire avec sérénité, heu, voilà, n'hésitez pas à Ouais. contacter Julien, plutôt, via le site Artae Ouais, directement, si Tartaille, il y a plus un simple? bouton prendre rendez-vous, prenez rendez-vous. Après, je l'écris en gros, enfin, on l'a écrit en gros et tout ça. Si vous n'avez pas 15 000 à 20 000 € de côté, ça sert à rien de nous contacter parce que, voilà, Mmh. quand vous déléguez un projet, forcément, il faut un peu Voilà, d'argent. Euh, voilà, et il faut un projet sérieux aussi parce qu'on a beaucoup de sollicitations et donc, du coup, on va privilégier les gens qui sont sérieux, forcément. bien Euh, sûr. ouais. Donc n'hésitez pas, je rappelle, hein, beaucoup de contenu sur Insta, sur, YouTube. Ouais. Le livre aussi, qui moi pour moi, s'il y a un investissement à faire, 20 balles, Mhm. je crois 19,90 dans ton livre, c'est Ouais, ça? ouais. Super investissement, donc Sur Amazon. n'hésitez pas sur Amazon. On est à l'exposé le temps, donc je vais faire très, très vite. Ouais. Il faut que je te libère un peu quand même, le pauvre. En fun fact, toi, tu as eu plein de vies, mystérieuses. Si du coup je les relis, si je dois les choisir, poker, ça je savais pas, je l'ai découvert, en relisant mes copies. Tu en fais toujours encore un peu? Tu as des choses à nous dire là-dessus? Alors non, j'en fais plus, mais j'ai joué beaucoup au poker. Ouais, Je trouve quand ça quand j'ai connu super ma photo femme. de toi avec un casque et des lunettes Ouais, en ouais, train de ouais, ouais, ça c'est oui, oui, j'ai joué, non, j'ai fait des World Poker Tour, à l'île Maurice, des tournois à Vegas, à Dublin. J'ai fait une table finale à Dublin, là, sur un gros event. trop bien. Ouais, non, j'avais fait des trucs sympas et je jouais beaucoup, 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 beaucoup et j'ai rencontré ma femme autour du table de poker. Ah Donc oui, donc c'est une passion que potentiellement on peut avoir en commun aussi? ouais, elle a par contre, dès qu'on s'est rencontrés, elle a arrêté totalement. Ah Parce qu'en fait, d'accord, elle, c'était un peu son échappatoire dans son ancien mariage, quoi, d'accord, parce qu'on était OK. mariés quand je l'ai rencontrée. Mmh, C'était un peu son échappatoire et donc elle jouait au poker avec son mari et donc je l'ai rencontrée là. d'accord. Voilà. Et donc j'ai pris, Tu as fait un coup de poker dans tous les sens. et l'argent et la femme et voilà, mais bon, en tout cas, j'ai plus rejoué depuis que mon fils est né, donc il a 15 ans. Par contre, je suis allé au casino à Montréal, il y a 3 semaines et ça m'a vraiment redonné envie de jouer, donc je pense que je vais aller, me faire quelques tournois ou quelques tables de cash game là-bas de temps en temps. Heu, voilà, Trop chouette, bah, j'espère que tu pour, documenteras voilà. sur la raison Ouais, ouais, là-dessus, ça devrait, donner des astuces statistiques et ouais. cetera. J'étais un C'est vrai rigolo. passionné, ouais, 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 vraiment. Ça, ouais, c'est un vrai métier. Moi, je connais aussi des personnes qui vivent de ça en complément, on va Oui. dire et bon, Ouais, moi, j'en connais qui vivent c'est un vrai truc. vraiment de ça pour le coup et qui ont choisi de déménager forcément et de pas rester en France. Parce qu'en France, c'était compliqué de vivre de ça,
Mais oui, 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 j'ai fréquenté des gens qui sont, enfin, qui jouent des gros sous, quoi. Vraiment des gros sous, que je pourrais pas faire, hein, parce que Mmh. pour le coup, au bout d'un moment, Ah oui, 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 voilà, c'est faut pas mettre sur la table l'argent, tu pas prêt. ouais, non, là, vraiment. Ça marche. Allez, une petite deuxième pour clôturer. Moi, je suis pas du sud, la plus belle expression, du sud qu'on doit connaître pour, face aux couleurs locales. Ben, à Toulouse, on dit souvent bout du con. Bout du con. Ouais, bout du Qui est une con. insulte du coup? Non, non, bout du con, franchement, je sais même pas comment le traduire. Éducation. Donc je peux le mettre en fin de phrase, début Non, de milieu de phrase, peu importe. ouais, je sais même pas comment le traduire, bout du con, qu'est-ce qu'on va dire aussi, ici? Putain, il y a plein d'expressions d'expressions à Toulouse. Ah ouais, à Toulouse aussi, ça choque les gens, ça, on dit une poche pour dire un sac en plastique. Ah d'accord. On dit une poche, donc quand un Toulousain va dans un magasin à Paris, il dit: «Vous avez pas une poche?» Le mec, il regarde son pantalon, tu vois? Non, une poche, chez nous, c'est un sac, ouais, tu vois? Un sac en plastique, truc comme ça. Non, l'expression après, faut regarder les expressions rugbystiques, ça va souvent avec, Mmh. mais ouais, bout du compte, c'est la première qui me vient comme ça. Eh bah, écoute, Milediou aussi, on dit, des choses comme ça. d'accord. Je Milediou, vais aller me chercher un dictionnaire ouais, voilà. des expressions, je pense qu'il y en a quelques-unes, Ouais. sympas. Merci beaucoup. J'aurais plus d'expressions québécoises pour le coup. Ça y est, là, non, ouais, toi, tu es trilingue dans le Bah, parce que du coup, dans ça le jargon, c'est plus anecdotique pour moi que bien sûr. Toulouse où je suis né avec, tu vois? Oui, ça te paraît naturel, Ouais, ouais, forcément. ouais. Merci beaucoup, Julien, pour tout ton temps. Je Merci sais à qu'il toi, est ouais. précieux, donc c'est super sympa de m'avoir invité et voilà, d'avoir pris du temps. Je le fais jamais très bien, donc là, je vais y penser. Et n'oubliez pas de vous abonner Mais à oui. mes plateformes d'écoute, à laisser des commentaires, c'est ce qui m'aide à être un peu plus visible et à vous proposer des épisodes de qualité. Donc, n'hésitez pas à partager et à me soutenir. Et d'ici là, bah, je vous dis à très vite. Merci Ciao, Romain. ciao. Ciao, ciao.